Bonsoir à tous, vous êtes bien dans Bouge la France. Dans quelques instants, Jean-Louis Gombault va jongler avec les milliards, ceux d'économie. Il va nous expliquer ça. Ensuite, on parlera de la flamme olympique qui ne gardera pas un grand souvenir de son passage à Paris. Sur le plateau, Jean Villermoz pour la mairie de Paris, Pierre Salviac, le célèbre journaliste, Vincent Brossel pour Reporter sans espoir. Denis Djambar ensuite viendra me rejoindre pour évoquer un nouveau départ du Modem, celui de Jean Arthuis, ce centre qui n'en finit plus de se morceler. Ensuite, on parlera des pirates, les pirates du 21e siècle qui viennent de capturer, il n'y a pas d'autre mot, le Ponant, qui est un bateau de croisière. Alors que peut-on faire contre ces pirates-là? Comment sont-ils organisés? On le saura avec deux spécialistes, Jean-Michel Barrot et Alain Jégu. Et puis nous évoquerons également ensuite le stress dans le travail. C'est une question qu'on vous a posée sur le Figaro.fr. Est-ce que votre travail vous stresse? Pas mal de remarques et on les soumettra à nos invités. Ensuite, je reçois Mehdi Ouraoui, c'est un nouveau visage du PS. Il a 26 ans, c'est un jeune secrétaire national. Il nous expliquera comment lui, il compte tourner cette page du 21e siècle et amorcer cette nouvelle gauche. Et puis on terminera avec un syndicaliste, Alain Gatti, pour la CFDT Lorraine. Il expliquera où on en est à Gandrange, dans cette usine. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Le journal, c'est Marie-Laetitia Bourriès. Bonsoir Marie-Laetitia. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Ce devait être une fête, c'est devenu une sorte de chemin de croix de l'olympisme. Cet après-midi, la traversée de Paris de la flamme olympique a tourné au fiasco malgré une solide escorte policière. Plusieurs fois dans la journée, le relais a été interrompu. La flamme a été mise à l'abri dans un bus, éteinte et rallumée plusieurs fois. Des faits rarissimes pour ce genre d'événement. Élisée Cardi a suivi ce parcours chaotique en plein Paris. Midi, sous la tour Eiffel, la flamme olympique s'apprête à partir pour un tour de Paris sous haute protection policière. C'est Stéphane Diagana, l'ex-champion d'athlétisme, qui est le premier à faire le relais. Dans la foule, la tension monte. Le cortège doit s'arrêter à plusieurs reprises. À chaque fois, des incidents sont signalés. Mais Jean-Claude Killy ne regrette pas le choix du comité olympique. Il y avait une décision à prendre à ce moment-là et le CIO l'a pris, je crois, de manière magnifique, en attribuant les Jeux à la Chine. Au même moment, au Trocadéro, des militants des droits de l'homme se mobilisent. Plusieurs centaines de personnes réunies pour alerter sur la situation au Tibet. Mais là aussi, la police a des directives. La police est là. Nous n'avons pas le droit de passer. Nous n'avons pas le droit de rentrer chez nous. Nous n'avons pas le droit de prendre tout ça. Ils confisquent le moindre truc qui rappelle la manifestation pour le Tibet. C'est absolument scandaleux. Voilà. Des personnalités politiques de droite, de gauche, des artistes aussi se relaient à la tribune pour demander le boycott des Jeux Olympiques. L'angoisse que j'ai, c'est qu'aujourd'hui les gens se mobilisent parce que c'est l'actualité, mais que malheureusement après les Jeux Olympiques, il n'y aura plus d'informations. Et c'est là que j'ai très peur. C'est pour ça qu'il faut absolument que des décisions soient prises avant. J'ai honte. Parce qu'un tel déploiement de forces de l'ordre pour protéger la flamme, qui est en fait le symbole de la pureté, qui doit être le symbole de l'olympisme, c'est-à-dire de la fraternité entre les peuples, de la fraternité entre la jeunesse du monde, eh bien, c'est pas digne de notre pays, c'est pas digne de la France, c'est pas digne du pays des droits de l'homme. À 14h, on murmure que la flamme a été éteinte. Plus tard, on apprendra qu'elle a été mise en sécurité dans un bus. Ce soir, l'organisation a jeté l'éponge. Les derniers relais ont été annulés. La flamme a pris le bus pour rejoindre son point d'arrivée au stade Charletti. De toute façon, avec au moins 8 interpellations dans la journée, le passage de la flamme aujourd'hui, c'était tout sauf la fête. Et en Chine, la population n'a eu qu'un faible écho de ces violences. Les télévisions n'ont presque rien dit des entorses de la flamme au parcours français. La flamme qui s'envole ce soir pour San Francisco aux États-Unis, où 3 militants pro-Tibet ont escaladé aujourd'hui le célèbre pont du Golden Gate. 124 nouveaux emplois d'un côté, 575 suppressions de postes de l'autre. Voici le projet arrêté par ArcelorMittal pour son site de Gandrange en Moselle. Le numéro 1 mondial de la sidérurgie a annoncé aujourd'hui un investissement de 30 millions d'euros, mais la fermeture partielle du site ne satisfait pas les syndicats de salariés. Ils étaient reçus cet après-midi à l'Élysée. Flora Sauvage. C'était le 4 février à l'usine de Gandrange en Moselle. Nicolas Sarkozy s'engage à ne pas laisser tomber les salariés d'ArcelorMittal menacés de perdre leur emploi. Les syndicats des salariés étaient reçus cet après-midi à l'Élysée. Ils sont déçus car pour eux, le chef de l'État n'a pas tenu ses promesses. Aujourd'hui, il reconnaît que non, il n'a pas pu tenir toutes ses promesses. Il a joué avec nous parce que ça a quand même suscité beaucoup d'espoir et d'espérance dans la tête de toute une vallée.
Écoutez, c'est mission accomplie à 50%. Le groupe ArcelorMittal a confirmé la suppression de 575 emplois. Aujourd'hui, il a annoncé un investissement de 30 millions d'euros et la création de 124 postes. Pour les syndicats, ce n'est pas suffisant. L'État, en ce qui concerne la politique industrielle, ne peut rien faire sur une décision d'un industriel, et en l'occurrence là, un industriel international. Donc c'est un message quand même qui nous inquiète en ce qui concerne la CGT. Est-ce que la France aujourd'hui a et va encore pouvoir avoir une politique industrielle forte? Prochaine étape, le 14 avril, date à laquelle est fixée la première réunion pour mettre en œuvre le plan social. La SNCF pourrait prendre bientôt une nouvelle envergure. Après avoir lancé une offre publique d'achat sur sa filiale Géodis, la compagnie ferroviaire annonce le rachat d'une entreprise allemande de fret ferroviaire. Ces opérations devraient hisser la SNCF au 4e rang européen pour le transport et la logistique. Écoutez la réaction du sénateur communiste Michel Bilout au micro d'Alexandra Turpin. On pourrait être séduit par l'idée que la SNCF ainsi va devenir le 4e groupe mondial, effectivement, de fret, de transport combiné et puis de logistique. Mais j'avoue l'annonce quand même un petit peu curieuse par les temps qui courent. Aujourd'hui, la SNCF est quand même propriétaire de 42% des actions de Géodis. On nous dit à longueur de temps qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire que la puissance publique possède 100% du capital d'une société pour en avoir le contrôle. On pourrait avoir effectivement un bel outil public au service effectivement du transfert de la route, transport route vers le ferroviaire. Et là, j'applaudirais dès demain. On pourrait aller avoir un outil qui va donner plus de sens à une gestion publique dans la compétition avec le privé, ou alors on peut malgré tout craindre que c'est plutôt les critères de gestion privée qui vont prendre aujourd'hui le pas sur le fret SNCF. Et on vient de l'apprendre, le FMI veut vendre 400 tonnes d'or pour 11 milliards de dollars. Il s'agit de renflouer ses caisses. 150 personnes se sont rassemblées cet après-midi en prière au cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette, près d'Arras. Des représentants des communautés musulmanes, juives et chrétiennes se sont réunis après la profanation ce week-end de 148 tombes du carré musulman. Dans la nuit de samedi à dimanche, un autre cimetière a été profané à Saint-Éloi, à La Rochelle. Des inscriptions sataniques ce sont des inscriptions sataniques qui ont souillé les tombes. Il présente son projet comme une grande rupture. Philippe Dallier s'apprête à dévoiler le grand pari qu'il imagine pour demain. Le sénateur UMP doit rendre ce rapport ce mercredi au Sénat. Un projet qui s'appuie sur une enquête de l'Observatoire de la décentralisation du Sénat et qui propose notamment la suppression de 4 départements. Pierre Bonde-Joseph. Voici à quoi pourrait bien ressembler le visage du Grand Paris. 4 départements, 6 millions d'habitants fusionnés dans un unique ensemble. Pour Philippe Dallier qui dévoilera officiellement ses propositions mercredi, Paris et les départements limitrophes de la capitale souffrent d'un millefeuille institutionnel qui pénalise son développement et qu'il convient de simplifier. Transport, grands équipements, logement, développement économique. En plus des prérogatives des départements, le sénateur UMP souhaite que le futur ensemble se dote d'une police métropolitaine, à l'instar de ce qui se fait outre-Manche. Au nom de l'égalité financière entre des départements en situation très inégale, Philippe Dallier propose également de partager les ressources fiscales des 4 départements pour financer l'action sociale et la dépendance. À la tête, le sénateur imagine un seul pilote dans l'avion, pourquoi pas élu au suffrage universel direct. Et une vraie rupture donc avec les projets déjà présentés, celui de la région Île-de-France ou encore celui défendu par Christian Blanc, qui prônent tous les deux un statu quo institutionnel. Et pour le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, Philippe Dallier va trop loin, son projet est radical. Il s'exprimait ce soir dans l'émission Face à Face sur notre antenne. L'UDF peut-elle renaître de ses cendres et vivre une deuxième vie? C'est ce que souhaite aujourd'hui Jean Arthuis et plusieurs autres parlementaires déçus du MoDem. Hier, le sénateur centriste a claqué la porte du parti de François Bayrou, dont il juge la politique illisible. Sa volonté de refonder l'UDF pose la question de ses statuts. Le parti existe-t-il toujours? À qui appartiennent ses locaux? Élément de réponse avec Nicolas Béard. L'UDF est-elle encore en vie? Statutairement, le MoDem l'a remplacée depuis le congrès fondateur de décembre dernier. Mais légalement, elle subsiste encore comme l'une des composantes du mouvement démocrate. Composante que le sénateur Jean Arthuis aimerait voir revenir sur le devant de la scène politique. Comme d'autres parlementaires d'ailleurs qui avaient déjà quitté François Bayrou pour la majorité présidentielle. Nouveau centre, s'ils pouvaient changer de nom et s'appeler UDF, seront tous preneurs.
Ça, c'est évident que c'est le rêve de chacun d'entre nous. Est-ce que juridiquement c'est possible? Pour le moment, on a l'impression que non. En fait, nous sommes d'abord UDF. Le nouveau centre n'est que l'UDF reconstitué, sauf qu'elle n'a pas le nom, parce que juridiquement, elle ne peut pas le contrôler. Autre problème, les locaux du MoDem, à Paris, rue de l'Université. Si l'UDF retrouve une autonomie politique, elle pourrait en réclamer restitution. D'après Jean Arthuis, ces locaux appartiennent à l'UDF. Le sénateur de la Mayenne étudierait déjà les moyens juridiques pour régler la question. M. Arthuis veut ouvrir le débat. Je pense qu'il a sa manière d'entrer dans le débat. Il y a d'abord un problème de fond, un problème politique de fond en France, qui est celui de savoir comment on structure une famille centriste, indépendante et forte. Ça, c'est la question de fond. Alors, parlons de la question de fond. Qu'on y entre par des problèmes immobiliers ou par d'autres entrées, bon, c'est un peu anecdotique. À l'initiative de François Bayrou, un comité directeur de l'UDF se réunira le 16 avril. Ce comité regroupe une vingtaine de personnes pour veiller aux intérêts juridiques, matériels et moraux de l'UDF. C'est le moment. Enfin, des nouvelles rassurantes du Ponant. Le 3 mois de croisière pris en otage vendredi par un groupe de pirates au large de la Somalie. Selon le porte-parole de l'armateur du navire, la situation est calme et les 30 membres d'équipage, en majorité des Français, sont bien traités. La voie de la négociation serait privilégiée, mais la France a envoyé une équipe du GIGN à Djibouti pour se préparer à intervenir. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud pour la suite de Bouge la France. Ce n'est pas vraiment une surprise, l'État va devoir se serrer la ceinture. Mais quel sera le tarif? Nicolas Sarkozy avait annoncé 7 milliards d'euros d'économies. Son ministre du budget en prendrait bien 5 de plus. Prenez vos calculettes et suivez les explications de Jean-Louis Gombaud. Eh oui, ça va pas être facile. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors on jongle avec les milliards, hein. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est vrai qu'en apportant quelques précisions, Éric Woerth en même temps a fait valser les milliards. Alors comme ça fait 4-5 jours qu'on en entend parler, où en est-on Jean-Louis en ce qui concerne les milliards? On est dans la jungle des milliards et on va essayer de débroussailler tout ça. Vendredi, le président de la République annonce 7 milliards d'économies d'ici à 2011 sur les dépenses de l'État. Dimanche, donc hier, monsieur Woerth, le ministre des Comptes, dit « j'en voudrais bien 5 de plus, toujours sur les comptes de l'État ». Et puis ce matin, il dit « mais il faudra en rajouter 5 milliards, et là pas sur les comptes de l'État, mais essentiellement sur la sécurité sociale ». Donc ça nous fait, en gros, aujourd'hui, on en est donc à 7 plus 5 plus 5 égale 17 milliards sur 3 ans, disons que d'ici à 2011. Il y a un petit problème quand même, c'est que lorsqu'on lit le document rédigé par M. Woerth qui nous avait présenté vendredi, les 176 pages, les 166 mesures, on s'aperçoit que on a une somme globale, 7 milliards bruts, mais sur l'ensemble des économies espérées, il n'y a pas de chiffres. C'est-à-dire, on dit réforme de la politique de l'emploi, revoir les aides aux entreprises, formation professionnelle, logement, etc. Tout est passé en revue, mais il n'y a pas un chiffrage poste par poste. Il y a des évaluations, 400 millions par-ci, 200 millions par-là. Donc on est quand même encore un petit peu, les chiffres sont très précis d'apparence, mais on reste quand même un peu dans le flou sur la manière dont les choses vont se dérouler. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'hier, Madame Boutin a dit, ah ben pour moi, la politique du logement, je suis incapable de vous chiffrer les économies que cela va permettre. Donc, on n'est pas au bout même de la stratégie. On la connaît, mais on n'est pas au bout de la politique, de la connaissance. Oui, alors parfois il y a pas d'explication, mais parfois il y a les chiffres et il y a pas d'explication non plus. Alors, en ce qui concerne la sécurité sociale, notamment, Éric Woerth a donné 5 milliards, sans dire comment. Alors ça c'est très important parce que en réalité, quand vous prenez l'ensemble des dépenses publiques françaises, c'est 1000 milliards. On a atteint en 2007 le seuil des 1000. Donc là, c'est facile. C'est bien pour s'en rappeler, c'est facile. Exactement, on est au seuil des 1000. Le PIB français, c'est 1800 milliards, à peu près. Donc, vous êtes à peu près sur 47% du PIB en dépenses publiques. C'est énorme. C'est un des niveaux les plus élevés de l'Europe. Ça, c'est d'accord. Mais quand maintenant vous détaillez les choses, vous apercevez que l'État, c'est 16%. Et que pour les dépenses purement de l'État, de la fonction publique générale, la France est dans la moyenne européenne. Là où c'est lourd, très lourd, c'est justement sur les dépenses de sécurité sociale, ce qu'on appelle le modèle social français, et notamment l'assurance maladie qui affiche, elle, un déficit de 6 milliards. Donc, les 5 milliards dont a parlé aujourd'hui M. Woerth portent essentiellement sur ce gros poste qui est la sécurité sociale. Et comment? Alors, il n'a pas donné de précision, mais vers quoi on s'oriente?
c'est clair dans ses propos. On s'oriente vers une répartition, une révision du partage des risques. C'est-à-dire les petits risques, les grands risques, qu'est-ce qui est à la charge de la sécurité sociale et qu'est-ce qui sera dorénavant dans le nouveau projet de loi à la charge des assurés sociaux et de leurs mutuelles, bien entendu. Alors 17 milliards, c'est le chiffre qui a été donné jusqu'à quand? 2011. Jusqu'à 2011. On sait que notre déficit, il est de 50 milliards. Hein, exactement. On se dit, c'est quand même pas beaucoup, il en reste. Alors il faut trouver 50 milliards d'ici à 2012, donc, pour résorber totalement le déficit français comme nous nous y sommes engagés vis-à-vis de nos partenaires européens. Eh bien, 17 milliards d'ici à 2011, 50 milliards à trouver d'ici à 2012. Vous voyez donc qu'il y a encore, même si tout ce qu'on a décidé se fait, il y a encore incontestablement beaucoup de travail. Merci beaucoup Jean-Louis. On va parler maintenant de la flamme olympique. Je vois à l'instant qu'elle vient de décoller il y a exactement 3 minutes de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à destination de San Francisco, sa prochaine étape. On en parle tout de suite. Le périple parisien de la flamme olympique a tourné au fiasco. Mais qui a raison? Les défenseurs des droits de l'homme ou les chantres de l'esprit olympique? Pour en débattre ce soir, l'adjoint au maire de Paris chargé des sports, Jean Villermoz, le journaliste Pierre Salviac et le militant de Reporters sans frontières, Vincent Brossel. Ils sont dans Bouge la France. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On ne gardera pas un souvenir incroyable du passage de la flamme olympique à Paris. Je pense qu'aujourd'hui, les images qu'on a vues un petit peu partout montrent dans quelle difficulté elle a circulé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean Villermoz. Je suis pas sûr que, à cette occasion, on ait envoyé un message très clair sur les intentions de la France et ce que pensaient les Français. Est-ce que notre considération des Jeux Olympiques? Écoutez, moi, je suis ce soir très en colère. Très en colère contre les organisateurs chinois parce qu'ils ont gâché la fête. On avait mis Paris à disposition des Jeux Olympiques pour faire vraiment une grande fête du sport, une grande fête populaire, une grande fête pour la paix. Et puis, on avait négocié pour que cette flamme parcourt Paris, comme elle l'avait fait en 2004, de bonne façon. Évidemment, Paris est une ville qui défend les droits de l'homme, donc il est logique que le peuple de Paris se manifeste ses intentions face au Tibet, face à la Chine. Tout ça est tout à fait logique. Mais il n'y avait pas de raison d'inverser ce qui avait été prévu. Or, ne pas passer devant, ne pas s'arrêter même à l'hôtel de ville, où le maire n'a même pas pu rencontrer cette flamme. Les athlètes qui devaient relayer, pour une grande part, n'ont pas pu porter la flamme. Et ils s'étaient préparés, et c'est une immense joie pour eux de porter la flamme dans Paris. Et tout ça a été gâché parce que les organisateurs chinois avaient certainement peur d'un certain nombre d'images qu'ils ne voulaient pas voir. Oui, et d'ailleurs, ça a servi finalement pas à grand-chose, parce qu'on a regardé les images des journaux télévisés chinois ce soir. On voyait juste Diagana sortir avec la flamme, et ensuite on voyait un plan de nuit du Moulin Rouge, un plan du Sacré-Cœur, etc. On se dit, ça n'a même pas servi à quelque chose, non? Pierre. Écoutez, bon, moi d'abord, l'impression que j'ai, c'est que qui organisait la manifestation? Les Chinois? Je vois autour de la flamme des Chinois. J'ai vu en ville, à Paris, dans mon pays, la France, des drapeaux chinois, des drapeaux tibétains, et je me suis dit, mais attendez, c'est la fête olympique à Paris chez les Français, ou c'est une manifestation aux mains des Chinois qui se permettent d'éteindre une flamme olympique, qui se permettent de rentrer une flamme olympique dans un camion? Mais je me suis dit, mais où est-on? Où est-on? Et ça m'interpelle encore ce soir, moi, ça. J'ai l'impression que je n'étais pas en France aujourd'hui. D'accord, donc vous n'avez pas bien compris le sens de ces manifestations non plus, dans lesquelles, évidemment, Reporters sans frontières a joué un rôle. Est-ce que c'était la façon la plus adaptée, justement, de contrarier cette flamme olympique? Nous, on avait décidé de pas la contrarier parce qu'on avait vu le dispositif de sécurité, donc on a été présent, on est intervenu à plusieurs moments, mais on s'est jamais on n'a jamais tenté d'entraver la flamme. Après, il y a des individus, des groupes isolés qui ont tenté des actions plus radicales, et par exemple l'image de cette sportive sur un fauteuil roulant et dont on a essayé on a essayé de lui arracher la flamme des mains, c'était
je pense que c'était une image qui était pas ce qu'on avait envie d'organiser. Nous, on a été présents avec la campagne sur la Tour Eiffel, sur Notre-Dame, sur 7 endroits dans Paris, toujours de manière pacifique. Mais ce qui est, à mon avis, ce qui est une des choses à retenir aujourd'hui, c'est que c'était des milliers, voire des dizaines de milliers de Parisiens qui avaient pris sur leur temps libre, sur leur temps de travail, sur leur pause déjeuner pour venir manifester. On a pensé que ce dispositif de sécurité allait dissuader les gens de s'exprimer, et c'est tout le contraire. C'était des milliers et des milliers de gens, et je pense que c'est très important, et nous on a été très émus. Qui pour beaucoup ont sifflé le parcours de la flamme quand même. Qui ont sifflé la manière dont c'était organisé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi attachés à la fête du sport, et par exemple quand on voit le sondage qu'on a réalisé récemment, 62% des Français demandent à Nicolas Sarkozy de ne pas aller à la cérémonie d'ouverture, mais ils sont une minorité à demander le boycott des Jeux. Donc ça c'est important. Nous on n'est pas pour le boycott des Jeux, on est pour le boycott politique. Oui, enfin malheureusement j'ai envie de dire que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était prévisible. Quand on avait vu les images d'hier à Londres, on pouvait se douter d'une escalade médiatique. Et on peut penser que demain à San Francisco, il y aura encore une escalade quand ils vont avoir vu les images de Paris, parce que je n'oublie pas qu'à côté de San Francisco, il y a l'université de Berkeley, et que pendant la guerre du Vietnam, les étudiants de Berkeley étaient en pointe, donc j'imagine qu'ils vont aussi mettre la pression. J'en veux, moi, personnellement, un peu à Reporters sans frontières. Je suis reporter, je suis pas Reporters sans frontières. Ils ont un peu agité le yo-yo, et un peu trop, à mon avis. Non, mais les critiques, je les entends. Ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, on a essayé de négocier. Ça a commencé en Grèce, en plus. Là, vous êtes vraiment carrément intervenu en Grèce. Là, c'était pas seulement pacifique. C'était pacifique parce qu'on a. Oui, mais enfin, vous êtes intervenu juste. Chez personne. Non. On est intervenu au moment même où Monsieur Liucci, qui est le président du BOCOC, c'est-à-dire le comité organisateur des Jeux de Pékin, était en train de parler. Monsieur Rogue venait de parler, on n'est pas intervenu à ce moment-là. On le visait, lui, Monsieur Liucci, parce qu'il a deux visages. C'est certes le comité organisateur, mais c'est le secrétaire général du Parti communiste chinois à Pékin. Donc c'est quelqu'un qui a un double visage. Oui, celui des Jeux Olympiques. Ceux qui ont des responsabilités dans le sport olympique chinois, ils ont des responsabilités dans le Parti communiste chinois. D'accord, mais il a aussi une responsabilité dans la répression en Chine. Et c'est ce qu'on voulait viser. Ouais. Donc on n'est pas intervenu ni pendant Monsieur Rogue, ni pendant le maire d'Olympie, avec qui on a rien contre les autorités grecques. Mais encore une fois, c'était des interventions pacifiques. Aujourd'hui, c'est un peu dégénéré parce qu'il y avait aussi une surenchère policière qui essayait de nous faire croire que, en mettant 30 escadrons de police, on allait empêcher la mobilisation. La mobilisation, elle a été à tous les points du parcours. Jean-Pierre Hermoz, il n'y a pas urgence à trouver une sorte d'unité quand même, un message unitaire que la France pourra envoyer. Alors qu'on se mette d'accord, on y va, on va pas à la cérémonie, on y participe d'une façon adéquate. Ok, d'accord, mais qu'on trouve qu'un message. De toute façon, écoutez, je crois que le maire de Paris s'en a expliqué suffisamment. Moi aussi, pratiquement quasiment l'ensemble des personnalités politiques se sont exprimées et ont dit que de toute façon, il ne fallait pas boycotter les Jeux. Les athlètes se sont préparés depuis des années. Mais non, la cérémonie, on verra. Écoutez, moi, je souhaite que tout ce qui se passe à l'heure actuelle autour de la flamme puisse servir à quelque chose. Bon, là où je suis pas d'accord, c'est qu'évidemment, alors on a eu cette conférence de presse à l'hôtel de ville où Monsieur Ménard s'est exprimé, c'est moi qui lui ai donné la parole. Écoutez, il a pas mâché ses mots. Oui, mais alors, c'est là où j'ai un petit problème, si vous voulez. Parce que la défense des droits de l'homme, nous les défendons partout dans le monde. Et pas seulement en Chine, pas seulement au Tibet. En Chine, d'ailleurs, il n'y a pas que les problèmes tibétains qui se posent. Il y a beaucoup d'autres problèmes. Et puis, il n'y a pas qu'en Chine que les problèmes des droits de l'homme se posent. Alors, il y a des fois, on ne sait pas très bien faire la différence entre les intérêts personnels des uns et puis les intentions qu'il y a derrière, c'est-à-dire les droits de l'homme. À Paris, par exemple, certainement qu'un certain nombre de politiques et de politiciens, j'ai à l'esprit les Verts, en ont quand même rajouté un peu. Bon, donc voilà, tout ça fait que, si vous voulez, il y a une volonté, je crois, très largement partagée chez les Parisiennes, chez les Parisiens en général, chez les Français, de vouloir que, au niveau des droits de l'homme, les choses bougent, et qu'elles bougent en Chine avant les Jeux Olympiques. Enfin, on verra si c'est possible ou pas. J'ai peu d'espoir, je vous le dis tranquillement, j'ai peu d'espoir, mais c'est pas en n'y allant pas, à mon avis, qu'il se passera beaucoup plus de choses. Enfin, je vais donner la parole à Pierre, qui a combien de Jeux Olympiques? J'ai commencé en 68, je suis un vétéran. 68, Mexico. Je vous rappelle que 68, Mexico, 10 jours avant l'ouverture des Jeux, 30 étudiants morts d'après la police, 300 d'après les organisateurs. C'est juste un rappel historique, place des Trois Cultures.
Il y a deux choses à voir aujourd'hui. Il y a les Jeux à Pékin et il y a ce qui s'est passé à Paris. En ce qui concerne Pékin, bien sûr qu'il faut aller aux Jeux, et je crois que tout le monde est d'accord. Si les Jeux de Mexico en 68 avaient été annulés à cause de la fusillade Place des Trois Cultures, des athlètes américains comme Smith et Carlos n'auraient pas eu l'opportunité de manifester comme ils l'ont fait pour les droits des Noirs américains dans leur pays. On se souvient ces mains gantées, il faut se rappeler un petit peu le film. Le béret noir, la main gantée de noir. Les Black Panthers. Les Black Panthers, Malcolm X. Donc, c'est utile de participer aux Jeux. Parce que, effectivement, les athlètes mobilisés peuvent faire quelque chose. En ce qui concerne Paris, personnellement, j'aurais trouvé de meilleur goût que nos anciens champions invités. Eux qui n'avaient plus rien à prouver, parce qu'ils avaient déjà gagné leur médaille, et qu'ils avaient eu pour ça la Légion d'honneur. J'aurais trouvé opportun que ces athlètes-là invités décident de boycotter cette cérémonie-là, décident de boycotter le relais, au prétexte que les droits en Chine n'étaient pas respectés, et se fassent remplacer par les Kidam, par qui ils veulent. Mais c'eût été mieux, me semble-t-il, et en tout cas, ce soir, ils n'auraient pas l'air d'être les dindons de la farce comme ils le sont. D'être frustrés, oui, c'est vrai. Reporters sans frontières va aller à San Francisco, et déjà à San Francisco? Oui, il y a des collègues de... Pour faire quoi? Vous faire allez des balancer actions... un drapeau du haut du Golden Gate? Non, visiblement là déjà aujourd'hui il y avait des militants pro-Tibet qui étaient en train de le faire. Non, nous ça sera encore une fois pacifique, c'est-à-dire la campagne, celle des menottes sera présente sur les murs de San Francisco à différents endroits. J'ai l'impression qu'on nous croit pas, mais pour l'instant on a mené que des actions pacifiques. Non, c'est pas ça. Non, je veux vous dire la vraie question qu'on se pose sur Reporters sans frontières, parce que là il s'agit d'un problème de droits de l'homme. Effectivement, Reporters sans frontières, ça fait partie. Mais Reporters sans frontières, ça porte bien son nom. Ce sont les reporters. Voilà. Et on se demande pourquoi ces reporters qui a vampirisé un petit peu la contestation sur les droits de l'homme en Chine. Je pense que vous avez entendu cette réflexion. Bien sûr. Je crois qu'il y a deux raisons principales. C'est que ce logo, les menottes qui remplacent les anneaux olympiques, voilà, je crois, symbolise, résume cette problématique. Et puis surtout, depuis le début, nous sommes sur cette campagne. Moi, personnellement, j'étais à Moscou en juillet 2001 pour faire du lobbying par rapport à la candidature de Pékin. J'avais passé 48 heures en prison en Russie déjà à l'époque. Et on n'a jamais arrêté depuis 2001. On nous écoutait pas. On avait l'impression de parler dans le vide, parce que tout le monde disait vous inquiétez pas, les promesses vont être respectées, il y aura une liberté de la presse totale, il y aura un respect des droits de l'homme. Et peu à peu, on s'approche de la date et les gens nous disent ah peut-être que vous aviez raison, et la mobilisation populaire grandit. Nous, on demande des choses simples, des libérations de prisonniers politiques. Est-ce que c'est compliqué pour les autorités chinoises de libérer des gens? Est-ce que c'est le rôle de Reporters sans frontières? Avant ces événements-là, je croyais que Reporters sans frontières, c'était principalement pour s'occuper du mauvais sort fait à mes confrères dans des pays étrangers dans le cadre de leur mission, et je pensais que ce que vous faites, c'était le rôle d'Amnesty International. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous avez rassemblé ces deux combats. J'ai l'impression que Ménard s'est Tintin au Tibet. Quelque part, moi, ça me gêne. Non, je pense que d'abord, la presse chinoise vit encore dans des conditions difficiles. Les journalistes étrangers en Chine sont encore très largement entravés. On l'a vu pendant la crise du Tibet. Ah oui, mais parlez de ça et que de ça. Mais ça, c'est une toute petite partie de votre discours. Ah ben oui, mais c'est le fond. Moi, mon travail au quotidien. quotidien. La question qu'on se pose. Reporters sans frontières, ça défend les reporters avant tout. Exactement. Et on a l'impression que vous, c'est en dernier cran les reporters. Le fond. Je vais poser une question à Jean Villermoz. On a l'impression aussi que les Chinois, aujourd'hui, finalement, ils se débarrasseraient bien de ces Jeux Olympiques. Ils sont pas vraiment complètement contents d'avoir ces Jeux Olympiques, parce que faut se rappeler que ça a été mis sur chantier dans les années 90, que ce sont plus les mêmes qui héritent de ça aujourd'hui, et que forcément l'arrivée des caméras, l'arrivée des journalistes, l'arrivée des sportifs va amener de la lumière sur ce qu'ils veulent évidemment pas trop montrer. Oui, peut-être. J'en doute un peu quand même, si vous voulez, parce que ils font tout pour ne pas montrer les manifestations qui se passent dans le monde contre eux. Donc, si vous voulez, quelque part, ils veulent détourner les jeux quelque part. Et ça, c'est un peu problématique. Alors, j'ai un petit doute sur ce que vous dites, parce que ce ne sont pas forcément aux athlètes à vraiment s'engager. Et mais donc, ils se sont engagés, ils ont fait un badge. Sont déjà engagés. Attendez, alors s'ils font un badge, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils ne participent pas à la manifestation. Oui, mais cet engagement est déjà quelque chose d'important. C'est dérisoire.
dérisoire. Oui, peut-être, mais vous savez que peut-être que le mouvement olympique international ne va pas admettre cela. Donc c'est quand même un acte courageux. Je suis d'accord, mais ils avaient le droit, et le CIO ne pouvait rien dire, ils avaient le droit de décliner l'invitation à porter la flamme dans Paris dans ces conditions. Bon, écoutez-moi, On termine juste, Pierre, puisque vous avez vécu tous ces les Jeux Olympiques de Moscou qui avaient été boycottés, ça a servi à quoi? Montréal, oui. Boycotté par les pays africains -2 à cause d'une tournée des All Blacks en Afrique du Sud. On peut dire que la conséquence de ça, c'est la libération de Mandela. Moscou, boycotté par les Américains, par les Chinois, parce que l'Afghanistan avait été envahi par l'URSS de l'époque. On peut dire effectivement que depuis, le mur de Berlin est tombé. Oui, ça mange pas de pain, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve de ça. Donc moi, ce que je crois, c'est que les Jeux vont avoir lieu. Ils vont donner aux athlètes, ceux qui voudront bien manifester, ceux qui voudront prendre le risque de Smith et Carlos, de manifester de manière spectaculaire avec des conséquences qu'ils assumeront. Les Jeux auront lieu. Ce qui s'est passé aujourd'hui en France est un détournement. C'est malheureux. Il y a beaucoup de responsabilités. Reporters sans frontières a sa responsabilité. La ville de Paris d'avoir accepté l'organisation de la flamme dans ces conditions, c'est-à-dire avec les Chinois pour mener le bal. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Moi, je trouve que c'est dommageable pour tout le monde ce soir. Et je trouve que les cocus, ce sont les Français. Je suis désolé, mais alors vraiment, nous ne pouvions pas faire autrement. Ah oui, nous avons tout fait pour maintenir les 28 kilomètres et passer devant tous les monuments de Paris. Merci et beaucoup, c'était le fait, c'était fait, et on n'y est pas arrivé au bout. Merci beaucoup, messieurs. On va passer maintenant à la politique en France. J'aperçois Denis Jambard qui est arrivé avec plein de petits bouts de centre, un petit peu de modem, un petit peu de nouveau centre, un petit peu d'UDF. Il va tout nous trier. Arthuis a annoncé que c'était fini entre lui et François Bayrou. Non seulement le sénateur centriste et président de sa commission des finances quitte le MoDem, mais en plus, il veut ressusciter l'UDF. Une fois n'est pas coutume, l'orange François Bayrou est vert. Écoutez l'analyse de Denis Jambard. Voilà, c'est vrai que le centre se morcelle un petit peu plus. Il va bientôt y avoir plus de centristes que de centres, et plus de centres que de centristes après ce départ du MoDem de Jean Arthuis. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que trop de centres va finir par tuer le centre, parce qu'il y a un nouveau centre quasiment tous les jours, un nouveau centre. Bon, aujourd'hui, on cherche désespérément le centre. En effet, comme vous le dites, Pierre, tellement il y a des centres et cet émiettement fait qu'il n'y a plus de réalité politique centriste, alors que le centre existait depuis fort longtemps dans ce pays. Sa renaissance, c'est 65 avec Jean Le Canuet à l'élection présidentielle. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, le centre avait gagné la présidentielle en 74 avec Valéry Giscard d'Estaing et l'UDF. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de centre. Le centre est victime de la stratégie de François Bayrou, finalement. Et dans ces conditions, est-ce que François Bayrou va pouvoir tenir sa ligne? Il a l'air toujours sur les mêmes prospections. Est-ce qu'il peut tenir seul? Ça devient un navigateur solitaire. Alors, il avait dit que après l'élection présidentielle, il y aurait une traversée du désert. Après l'élection législative, il avait dit je savais pas qu'après le désert, il y aurait encore le désert. Aujourd'hui, il y a à la fois la traversée du Pacifique à la nage, probablement l'Himalaya à contre-courant. L'Himalaya contre-courant. C'est le quadriathlon politique qui se présente devant lui. Mais au-delà de l'ironie, il y a surtout l'échec d'une stratégie politique. Au fond, François Bayrou a rêvé de l'absence d'alternance. Il voudrait qu'il y ait un centre qui gouverne éternellement, tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche. Mais c'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est l'alternance entre deux camps. Tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Et puis au milieu, en effet, il y a éventuellement un centre ou des centres qui s'allient tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, en fonction de la tendance politique ou de l'humeur de ce centre. C'est vrai qu'historiquement, depuis 30 ans, le centre avait plutôt tendance à s'allier avec la droite. Il a choisi une stratégie d'autonomie qui est aujourd'hui, à mes yeux, une impasse, et je ne vois pas très bien comment il va en sortir dès lors qu'il est vraiment tout seul. D'autant qu'il faut attendre jusqu'à 2012. Il lui faut attendre 2012. Alors, je sais qu'il argumente aujourd'hui en disant, mais le MoDem n'était présent que dans 350 municipalités, et nous y avons fait 15%. Peut-être, mais un parti qui n'est pas capable de
d'être présent dans toutes les municipalités de France n'est pas un grand parti. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que François Bayrou pense qu'il va se refaire l'année prochaine à l'occasion des élections européennes. Alors, d'abord parce que c'est un terrain qui lui est plus favorable, parce que l'Europe est son terrain favori. Et deuxième point, c'est une élection à la proportionnelle qui facilite en effet les partis les moins puissants. Néanmoins, qui va incarner dans les différentes régions, puisque c'est un vote régional, qui va incarner ce MoDem? Des hommes. Ben oui, il va falloir trouver des hommes, puisqu'aujourd'hui la maison est vide. Très bien. Alors l'UDF, Alors on voit bien que l'UDF devient l'avenir du centre. En tout cas, Jean Arthuis a dit il faut reconstruire la maison UDF. Et c'est vrai qu'on l'a un peu oublié. L'UDF n'a pas disparu. Le patrimoine existe toujours. Et le MoDem squatte en fait les locaux de l'UDF aujourd'hui. On voit bien qu'on est dans une cuisine qui rappelle en fait beaucoup la 4e République. Et il me semble, au fond, pour revenir à la stratégie de François Bayrou, qu'il a choisi une stratégie de 4e République à l'intérieur de la 5e. Ça n'a jamais marché. Je crois que le centre, s'il veut se reconstituer, doit d'abord regrouper un certain nombre de ses leaders et puis choisir de s'arrimer, soit à droite, soit à gauche, mais il faut qu'il choisisse. Ça fait penser à quelqu'un qui ouvre la porte de son garage en se disant mais c'est vrai que ma vieille UDF, elle marchait bien. Hein. Merci beaucoup, Denis. Merci. On va évoquer maintenant les pirates du 21e siècle. Ils sont menaçants, ils sont partout dans le monde. Ces temps-ci, quand on entend parler de pirates, on pense tout de suite au téléchargement de musique. Et pourtant, depuis vendredi, l'équipage d'un bateau est pris en otage par de vrais bandits. Sur le plateau de Bouge la France, Jean-Michel Barrault, auteur d'un ouvrage sur les nouveaux pirates des mers, et Alain Jégu de l'association des capitaines de navires. Alors c'est vrai, bonsoir messieurs, hein, bonsoir. Installez-vous, on va parler de ces pirates. C'est vrai que le mot pirate déjà, en parlant au 21e siècle, c'est un petit peu anachronique, quoi, on se dit. Ce qu'il est aussi, c'est lorsqu'on constate que ça fait 4 jours, hein, cette capture du Ponant, et au bout de 4 jours, eh bien, on a l'impression que tout est bloqué, qu'on n'arrive pas à progresser. Alors, c'est vrai que le GIGN est arrivé, etc. On essaye il y a une médiation, mais on se dit, mais c'est incroyable que ça arrive encore au 21e siècle. Ça vous étonne, vous? Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a au moins une quarantaine de cas par an au large de la Somalie. C'est une région haut risque. Les navigateurs le savent. Les capitaines de navires sont parfaitement prévenus qu'ils doivent passer très au large de la Somalie, qui est une zone à haut risque. Et il y a une quarantaine de navires, des cargos principalement, éventuellement des grands bateaux de pêche, qui sont capturés, 40 navires en 2007, j'ai vu ça, c'est hallucinant, mais on laisse faire, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Vous faites tuer les otages? Vous faites une action de guerre? Alors que, il y a un navire français, navire de guerre, qui a suivi le pauvre Ponant. Bon, Ponant était là avec 32 personnes à bord, avec des membres d'équipage, 32 membres d'équipage, avec des pirates lourdement armés qui leur braquaient une Kalachnikov sur le ventre. Vous voulez les attaquer? Vous faites un carnage. Vous faites 20 morts. Donc on va en parler avec Laurent Merer qui est au téléphone avec nous, que je salue. Bien bonsoir. Juste l'avis d'Alain Jégu sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Le capitaine du navire actuellement, enfin c'est lui qui a piloté, on lui a complètement pris la barre? Non, on ne peut pas lui avoir pris la barre, puisque les pirates sont tous des marins, a priori. Ouais. Mais disons que c'est lui qui pilote sous les ordres des pirates. Et il ne peut pas faire autrement, de toute façon. Il n'y a pas le choix. Donc le tout, c'est de garder son sang-froid, de rester calme. Et la priorité pour un capitaine, dans ce cas-là, c'est exactement comme dans une tempête, ou lorsqu'il y a un gros grain, c'est faire tout pour que le bateau aille le plus loin possible. Exactement, sauver le bateau et prendre soin de son équipage le mieux possible. C'est ce qu'il faut. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marchandises, donc ça sera probablement une demande de rançon pure et simple. S'il y avait une marchandise, le cas serait pas le même. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent les pirates? Du coup, il n'y a pas de l'argent. C'est vraiment une prise d'otage contre de l'argent. Entendons-nous bien, dans le cas de la Somalie, c'est un cas de piraterie très très particulier. C'est un pays qui est dans une guerre civile permanente depuis plusieurs années. Il y a des groupes qui se battent
les uns contre les autres pour essayer de prendre le pouvoir dans leur territoire, ils ont besoin d'armes. Et pour acheter des armes, ils arraisonnent des cargos, ou dans le cas du Ponant, c'est le seul cas à ma connaissance d'un bateau, d'un paquebot, d'un bateau de croisière qui soit arraisonné. Il y a eu des tentatives, mais qui ont échoué. Mais en l'occurrence, ils veulent probablement négocier avec l'armateur. Ça va se débattre sur le tarif. Ça va être une négociation. Les pirates vont demander qu'on verse il y a des intermédiaires, on sait comment ça se passe, il y a des intermédiaires qui négocient, c'est bien rodé, et on va verser de l'argent dans une banque, dans un pays du genre île Caïmans, etc. Et après, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Et alors, Laurent Merer, qui est ancien commandant des forces navales dans l'océan Indien, bonsoir. C'est vrai qu'on a du mal à se dire cette zone, elle est apparemment ultra dangereuse, on le sait, et on ne peut pas faire autrement que laisser les bateaux passer par là? Écoutez, d'abord, elle est très grande, d'une part, premier point, donc difficile à surveiller, à sécuriser, et d'autre part, c'est un passage obligé pour aller du Moyen-Orient ou de l'Asie jusqu'à l'Europe et la Méditerranée en passant par le canal de Suez. Donc voilà, c'est un passage obligé. Et malgré tout, c'est très grand à surveiller. C'est d'où la difficulté pour les nations qui se sont organisées depuis quelques années pour faire des patrouilles, pour tenter d'arrêter ces trafics. C'est extrêmement difficile. La seule bonne solution à toutes ces affaires, c'est évidemment la prévention, davantage de prévention, davantage de solidarité entre les nations pour tenter de sécuriser cette zone, Jean-Michel Barrot le rappelait à l'instant, de non-droit du fait de l'explosion de la Somalie. Est-ce qu'il y a de la bienveillance de la part justement de la Somalie, du Yémen, pour ces pirates? Écoutez, de la bienveillance, ces pirates sont là parce que il n'y a pas de gouvernement digne de ce nom dans ces pays, parce que il n'y a pas de droit. Donc je ne sais pas s'il faut appeler ça de la bienveillance. En tout cas, devant les pays bien organisés, ces choses ne se passent pas ou se passent beaucoup plus rarement. Jean-Michel Barrot, ils viennent d'où ces pirates? Ils ont quel âge? Ils sont armés comment? D'abord, je voudrais saluer mon ami Laurent Merer. Bonsoir Laurent. Bonsoir Jean-Michel. Bon, ces pirates, ce sont des pêcheurs reconvertis, très probablement, et qui se sont reconvertis dans un trafic qui est extrêmement rentable. Oui, donc ce sont quand même un peu des marins, alors. Mais ils savent pas piloter un bateau de ce type. Mais peu importe, ils donnent les ordres au commandant. Le commandant l'a dit tout à l'heure, il donne ses ordres au commandant sous la menace de leurs armes, et on n'a pas le choix de faire autrement. Autrement, sinon on met la vie de ces marins en danger, ce qui est naturellement impossible à concevoir pour un marin. Est-ce que les capitaines sont formés à ce genre de situation? Théoriquement oui, mais bon, c'est vrai que ce genre de situation est tellement extrême. Moi, j'ai eu de la chance, j'en ai jamais croisé, mais c'est pour ça que je peux pas vous faire part de mon expérience là-dessus. Mais c'est vrai que quand on passe dans ces coins-là, on est toujours un peu inquiet, un peu tendu, et on essaye de faire au mieux pour pas se faire prendre, c'est le cas de le dire. Mais quelles précautions il y a à prendre lorsqu'on pilote un bateau comme ça? Est-ce que ça vaut le coup, je sais pas, de prendre une escorte, de payer une escorte? C'est peut-être non. Ça sert à rien? Parce que le 3/4 du temps, ça servira à rien. Puis, comment la payer? Quelle escorte? Je sais pas comment on pourrait faire. Il y a tellement de bateaux à passer par là qu'on peut pas escorter tout le monde. Est-ce que le bateau, est-ce que le capitaine, est-ce qu'une partie de l'équipage est armée? Est-ce qu'il y avait des armes sur le bateau? Probablement non. Non. Elles ne nous serviraient pas à grand-chose. Ils sont super armés. Je vois pas ce qu'on ferait avec une arme, deux armes. Si ça tourne au combat naval, il est bien certain que les pirates sont à la fois un peu plus entraînés. Non, mais non, ils sont surtout super armés. Oui. Mais il y a effectivement des moyens de dissuasion qui ont été mis au point sur les navires marchands depuis quelques années, qu'on commence à bien maîtriser sur les cargos. D'abord une veille extrêmement attentive, veille radar, veille visuelle, pour détecter tout de suite les navires qui seraient éventuellement menaçants. Ensuite, si un navire est menaçant, les consignes, c'est de braquer des projecteurs, d'éclairer le bateau au maximum.
éventuellement, si les types essayent, enfin, il faut essayer qu'ils ne montent pas à bord. Donc, on a même essayé de mettre des bastingages électrifiés sur les navires pour que les pirates ne puissent pas accéder. Les lances à incendie qui sont extrêmement efficaces pour chasser des pirates. Enfin, il y a effectivement un certain nombre de moyens. La vitesse, dès qu'un cargo dépasse, le commandant le sait beaucoup mieux que moi, bien sûr, dès qu'un cargo dépasse 25 nœuds, son sillage rend pratiquement impossible l'approche des petites embarcations des pirates. Ça dépend parce qu'il y a des endroits où ils sont supérieurement armés et ils y arrivent quand même. Laurent Mérère, est-ce que vous êtes intervenu dans cette région face à des pirates? Oui, alors je vais vous répondre au préalable. Je voudrais compléter ou confirmer ce qui a été dit par Jean-Michel Barrot et le commandant Jégu. Plusieurs choses. La France, depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis 2001, a mis en place pour ses navires ce qu'on appelle le contrôle naval volontaire, c'est-à-dire que les capitaines de navires français peuvent se signaler aux autorités maritimes françaises de l'océan Indien pour assurer un suivi de ces bâtiments. C'est quelque chose qui est volontaire, ça pourrait être obligatoire, c'est volontaire, qui est proposé par la marine aux compagnies de navigation. Deuxième point, c'est vrai qu'un certain nombre de sociétés privées proposent aux grandes compagnies de navigation leurs services pour sécuriser les navires. Alors, ce sont des pratiques sur lesquelles évidemment on peut s'interroger. Ça existe évidemment, c'est très cher. Je voudrais faire remarquer aussi que quand la marine nationale est amenée à envoyer de ses navires non armés, par exemple des bâtiments hydrographiques dans des zones dangereuses, elle-même les sécurise en mettant à bord, en plus de l'équipage, des compagnies de sécurité pour protéger le navire contre ce genre d'exaction. Et puis bien entendu, ce que peut faire la communauté internationale, ce qu'elle fait d'ailleurs depuis 2001, et la France a été avec les États-Unis à l'origine de cette opération, c'est tenter par la réunion et la conjonction des moyens d'offrir une certaine sécurité. On voit qu'elle n'est pas totalement efficace dans cette zone. La France donc participe depuis 2001 à cette opération. Une dizaine de pays aux côtés des États-Unis l'ont rejoint, et actuellement la force qui exerce dans le golfe d'Aden et le long des côtes des Somalies est commandée par un officier général français. Alain Jégu, le capitaine en question, est-ce qu'il peut servir de négociateur dans la transaction? Oui, bien sûr. Oui. C'est même à lui de le faire? C'est essentiellement à lui de le faire, oui. C'est lui qui est en prise directe avec les pirates. Hein. On parle de cette région, il y en a beaucoup d'autres dans le monde, qu'on sache, où il ne faut pas aller. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a sûrement le sud-est asiatique, le détroit de Malacca, le commandant connaît bien ces parages, qui sont relativement moins dangereux ces dernières années qu'il y a, disons, une dizaine d'années apparemment, parce que les pays riverains, entre autres Singapour, ont mis au point des patrouilles de garde-côtes. C'est beaucoup mieux surveillé que ça ne l'était il y a quelques années. Puis il y a d'autres zones à haut risque. Bon, il y a l'ouest de l'Afrique, le golfe de Guinée, Lagos, Abidjan, l'Amérique latine, en particulier le Venezuela, et l'Amazonie aussi, l'Amazone, où il y a eu pas mal un certain nombre de cas d'attaques. On nous dit que ça va être, c'est Bernard Kouchner qui dit ça ce soir, ça va peut-être prendre du temps, mais on va arriver à négocier. C'est comme ça que ça se termine en général? Dans les cas précédents, puisque malheureusement, il y a un certain nombre de cas précédents, les négociations ont duré entre 3 semaines et quelquefois 3 mois. Donc ça peut durer un certain temps. Oui. Oui, alors j'ai moi-même participé à une opération dans les années précédentes d'un bateau, il s'agissait d'un bateau libanais, avec équipage syrien, ukrainien et libanais qui avait été pris en otage. Ça avait duré une vingtaine de jours à l'époque. Bon, heureusement, on avait fini par sauver les pauvres bougres qui étaient à bord de ce navire sans casse et à les ramener sains et saufs. Contre de l'argent, j'imagine, uniquement. Alors, il y a eu des négociations, il y a aussi, et je ne sais pas si c'est le cas là, il y avait des rivalités entre bandes. Il y avait un groupe de pirates qui voulait une rançon, et puis un autre groupe qui voulait lui piquer la rançon. Et à la faveur de cette bagarre entre deux bandes rivales, on était réussi à intervenir de vive force, mais sans l'emploi effectif des armes.
Très bien, merci beaucoup à tous les trois. J'ai pas eu le temps de présenter votre livre Pirates des mers d'aujourd'hui, à lire ne serait-ce que pour voir où ils sont, parce que ça c'est important et c'est vrai que c'était utile d'avoir des précisions. Merci beaucoup à tous les trois. On va maintenant parler du stress dans le travail. On vous a posé la question sur le Figaro.fr aujourd'hui. Voici les réponses. Le patronat et les syndicats se sont donné rendez-vous aujourd'hui pour faire baisser ce stress qui ronge la vie des salariés. Et vous avez trop de pression? 3 spécialistes sur le plateau de Pierre Sled, les médecins Patrick Légeron et Jacqueline Milot, et le spécialiste des ressources humaines, Patrick Lévivette. Mais tout de suite, découvrez ce reportage dans l'usine Peugeot de Sochaux. Les femmes et les ouvriers sont les plus touchés par le stress chez PSA. À Sochaux, le stress concerne 24% des salariés et l'hyperstress plus de 20%. L'hyperstress, c'est pour le cabinet qui a réalisé cette étude, un état qui par intensité représente un risque pour la santé de l'individu. L'enquête a été menée auprès de 3100 salariés des sites de Mulhouse, Sochaux et Vélizy. Elle avait été lancée par la direction après le suicide de 6 employés en 2007. Les principales causes du stress mises en évidence par l'enquête sont le travail répétitif, le travail pénible, les horaires contraignants, notamment le travail alterné, de doublage ou de nuit, et puis l'absence de reconnaissance pour les salariés et l'absence de visibilité sur leur avenir. Pour la direction des ressources humaines de PSA, un tabou a été levé en interne, un avis partagé par le syndicat Force ouvrière. Dans l'automobile, les entreprises d'automobile et même, je pense, tout ce qui est métallurgie, c'est la première entreprise qui demande une enquête et qui met sur la table les résultats. Donc il faut mettre en place, avec les médecins du travail, les CHSCT et les organisations syndicales, des moyens pour faire que ce personnel-là se sente moins stressé dans l'entreprise. PSA veut renforcer les cellules de veille, réfléchit à la limitation des équipes de fabrication à 30 personnes par unité de production, mais pas question de mettre en place des solutions qui remettraient en cause la compétitivité du groupe. Voilà, bonsoir à tous les trois. C'est vrai qu'on parle beaucoup du stress dans l'entreprise. 3/4 des Français disent souffrir de la très forte pression liée au travail. Docteur Légeron, j'avais envie de demander que c'est un petit peu normal, non, qu'on soit un peu stressé par c'est le travail qui engendre ça. Oui, non seulement c'est normal, mais c'est peut-être utile parce que un certain niveau de stress vous permet de vous mobiliser pour faire face aux défis, aux challenges que vous rencontrez dans la vie tout court. Il n'y a pas que la vie du travail qui nous confronte à des défis. Le problème, c'est que le stress est apparu chez l'homme il y a fort longtemps, même si on n'en parlait pas, puisqu'il existait dans le temps de l'homme des cavernes, mais c'est que le stress au travail maintenant devient extrêmement puissant et surtout chronique. Et au bout d'un certain temps, les effets sur la santé sont extrêmement puissants, c'est-à-dire qu'on l'invoque beaucoup plus qu'avant? Non, c'est-à-dire que ce que l'on comprend pas, c'est que pendant longtemps, la pénibilité au travail était une pénibilité physique. Il suffit de relire Germinal pour se rendre compte que le travail n'était pas non plus un long fleuve tranquille à cette époque. Mais maintenant, la pénibilité est devenue psychologique, c'est-à-dire la pression de la performance, la pression de toujours être meilleur, les changements incessants, les incertitudes, les menaces, les relations difficiles avec les gens, les exigences de toutes sortes, la faible reconnaissance, comme ça a été souligné dans cette étude menée chez un grand constructeur automobile, tout ça fait que le psychisme humain est mis sous tension en permanente et que si ce n'est pas une tension du corps, cette tension mentale épuise et maintenant scientifiquement le sait bien, aboutit non seulement à des troubles mentaux, la dépression, le suicide, mais aussi à des problèmes somatiques, comme des maladies cardiovasculaires. Au cas extrême, c'est des cas que j'imagine vous voyez régulièrement on voit de plus en plus de troubles psychologiques, de dépression, d'anxiété, de phobie. Oui, mais le docteur Légeron a parlé de stress. Quand on en parle en sport, le stress, on dit que c'est bien, et la concentration, c'est des ondes positives. On dit pourquoi c'est négatif dès qu'on parle du travail? Parce que le stress devient chronique, comme le disait le professeur Légeron. Il n'est plus aigu, qui donne sa réaction normale d'adaptation à un environnement. Là, le stress, il est répété, il devient chronique, ce qui fait que ça engendre des conséquences négatives pour la santé des salariés.
D'accord. Patrick Lévivets, comment les entreprises, du moins Altedia, puisque vous êtes consultant, essaient de gérer cela en travaillant avec les salariés ou avec ceux qui sont au-dessus d'eux, ceux qui les encadrent? Ce qui est nouveau, c'est que le stress, dans le passé, il concernait les employés, les personnes les plus fragiles dans l'entreprise. La réalité, c'est que c'est toute la chaîne managériale qui est soumise à une tension et un stress absolument majeur. Et donc, ce qui change profondément les dernières années, c'est que quel que soit le niveau où vous interveniez dans l'entreprise, vous découvrez que ce stress mine. Alors pourquoi il mine? Parce que les règles du jeu ont changé, fondamentalement changé dans l'entreprise. Les règles du jeu qui étaient celles d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Le monde a changé, on le sait très bien. La vitesse avec laquelle vont les informations est évidemment énorme. Et donc, dans la façon de traiter le sujet, c'est évidemment la façon dont on donne du sens. La seule manière dont on peut traiter de façon amont, c'est donner du sens aux salariés, ce qui est évidemment extrêmement complexe, il prend du temps. Et deuxièmement, c'est changer l'organisation du travail, car finalement l'entreprise a un grand enjeu devant elle, c'est comment changer l'organisation du travail d'une part, et surtout redéfinir ce qu'on appelle finalement, on a beaucoup parler des 35 heures et du rapport au temps dans l'entreprise. Mais c'est la vraie question, c'est comment? C'est la question du temps. Finalement, dans ce pays, plus qu'un autre, on travaille de façon plus productive, dans un laps de temps plus court. Donc, travailler plus pour gagner plus, c'est pas anti-stress du tout. C'est moins qu'on puisse dire. Ça ne peut pas changer évidemment la nature du stress que l'on connaît. Ce qui peut changer fondamentalement la question du stress, c'est de changer la manière d'appréhender le temps de travail par rapport au temps privé. Et ça, c'est une révolution dans ce pays, puisque ça veut dire partir d'une feuille blanche et se reposer la question de l'individu dans son altérité complète. Il n'y a plus un temps privé et un temps d'entreprise, puisque quand vous êtes stressé et quand vous êtes dans une spirale négative comme celle-là, vous avez évidemment la question du stress a des impacts considérables dans la vie de famille comme dans l'entreprise. Et donc la question qui est posée au management, c'est vraiment de trouver une nouvelle forme, de nouvelles façons d'appréhender la vie quotidienne pour précisément desserrer les taux que constitue le stress. Alors, docteur Léjean, vous voulez instaurer dans vos propositions, dans votre rapport, créer un indicateur statistique national du stress. Ça permettrait de mesurer quoi et comment vous allez le mettre en place? Ça permettrait de donner quand même une réalité objective à quelque chose dont on parle enfin en France, avec 15 ans de retard sur la plupart des pays comparables aux nôtres, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord, et ça permettrait de sortir un petit peu j'allais dire, du piège dans lequel est tombée cette problématique, qui est une problématique extrêmement idéologique en France. C'est-à-dire que, de manière caricaturale, on a un patronat qui, pendant des années, a refusé d'aborder ce thème, l'a mis en déni, et d'autre part, des organisations syndicales qui, évidemment, exaspérées, poussait en parlant de souffrance généralisée, alors qu'il faut quand même voir qu'il y a pas mal de gens qui s'épanouissent au travail, tout le monde n'est pas en souffrance extrême. Bon, et donc on a, avec Philippe Nass, remis à Xavier Bertrand un rapport lui préconisant d'avoir enfin des chiffres. On ne peut traiter d'un problème que si on en connaît la réalité. Tout est parti, je pense, de la constatation faite par le ministère du Travail il y a un an, lorsqu'il y a eu des suicides en rafale dans les entreprises. Eh bien, le ministre et ses services ont constaté qu'on n'avait aucune donnée. Combien y a-t-il de suicides en France au travail? Vous vous rendez compte, un pays comme le nôtre est incapable de répondre à cette question. On n'a aucun indicateur. Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés? Est-ce que ce sont les cadres ou les ouvriers? Est-ce que c'est dans le secteur automobile ou dans le secteur des assurances? Est-ce que ce sont les secteurs automobiles en particulier? Oui, mais justement les quelques enquêtes dans les banques aussi, dans l'enquête que nous avons qui ont été faites et celle qui est indiquée chez PSA n'est pas forcément le secteur le plus touché. Il y a une question que je vais vous poser, c'est est-ce que les suicides qui ont lieu sur les lieux de travail sont liés au travail seulement? C'est extrêmement compliqué tout cela. Vous imaginez bien que aussi bien les dépressions, comme vous faisiez allusion, que les suicides sont... Vous savez, quand je suis psychiatre, on sait bien que le suicide est un phénomène très complexe. Il y a des gens qui sont dans des conditions extrêmement difficiles qui ne se suicident pas, puis il y a des gens qui ont soi-disant tout pour être heureux qui se suicident. Donc il y a beaucoup de facteurs. Mais ce que l'on comprend quand même, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, que l'organisation du travail, comme des styles de management qui sont pas très respectueux des individus, comme une certaine paupérisation des tâches, c'est-à-dire on réalise pas que le travail devient de plus en plus
comme dans Charlie Chaplin des temps modernes, répétitif, mais pas que dans l'industrie automobile, c'est dans les banques, la manière de traiter les assurances ou les banques, c'est à chaîne. Et bien que tout cela fait que les gens sont de plus en plus mal, et que les gens en souffrance ont des fois le sentiment de pas arriver à faire face, eh bien, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on peut avoir l'idée de mettre fin à ces jours. Donc l'organisation du travail, les entreprises ont sans doute, sinon une responsabilité complète, en tout cas, sont fortement interpellés sur la manière dont actuellement sont gérés les individus dans le monde du travail. La réflexion là-dessus, Docteur Millot. Avoir des chiffres. Docteur Millot, quels sont les catalyseurs de stress, les facteurs? Je pense au tabac. Est-ce que ça en est ou pas? Les stresseurs, vous voulez parler des stresseurs. Donc les stresseurs, ça va être la pression du temps, ça va être la charge de travail, ça va être l'organisation générale, ça va être tous les changements. Les fusions, les réorganisations, il y a plein d'entreprises, plein de secteurs qui sont en pleine réorganisation, plein de fusions. Il y a aussi les relations. Le trajet, par exemple, du domicile jusqu'au travail, est-ce que ça intervient aussi? Ça intervient, bien sûr que tout intervient. Les conditions dans lesquelles on effectue. Tout à fait, ça intervient. L'atmosphère générale intervient, le niveau du marché, enfin tout intervient, la bourse, tout intervient. Mais c'est vrai que dans l'entreprise, depuis une dizaine d'années, et je crois que ça s'accélère, et je crois que vous serez d'accord avec moi, depuis 4-5 ans, ces stresseurs augmentent. Ce qui fait qu'il y a ces générateurs de manque de reconnaissance. Il y a une façon de managérier qui fait que souvent il y a de manque de reconnaissance. La plupart des gens, quand ils arrivent et qui viennent et qui se plaignent de harcèlement moral, faut savoir que 8 fois sur 10, en fin de compte, si on creuse, c'est du manque de reconnaissance. Alors pas uniquement matériel, hein, c'est pas le salaire, ils vont pas se plaindre forcément du salaire, mais c'est de la reconnaissance émotionnelle, affective. Ça va être, on ne me dit pas merci, on ne me dit pas bonjour, ça va jusqu'à là. Donc la solution doit venir de l'entreprise. Ça touche quelle couche socio-professionnelle, plus que d'autres, certaines? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est lié. Ça touche tout le monde. Je crois que c'est évidemment lié à la pénibilité. Femmes, jeunes, vieux. Femmes. Il y a pas de règle. C'est lié à la pénibilité du travail. D'abord, je crois que plus c'est pénible, plus le travail est pénible, et plus le stress. À définir la pénibilité. Et très franchement, personne ne pourra nier que plus on est bas dans le niveau d'une entreprise, et plus il y a de couches de stress qui s'alignent au-dessus et qui en renforcent évidemment l'effet sur celle d'en dessous. Donc premièrement, ça touche tout le monde, mais plus évidemment, comme toujours, ceux qui sont les plus fragiles dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est que je disais tout à l'heure, ce qui frappe vraiment aujourd'hui, c'est que le numéro 1 d'une entreprise est frappé par ce syndrome-là, et je tiens à le dire parce que c'est vraiment toute la façon dont on imagine l'entreprise qui est au cœur de ce syndrome. Un patron hier, globalement, il avait entre ses mains la plus grande partie des cartes pour réussir ou pas son entreprise. Aujourd'hui, les critères sur lesquels, notamment les grandes entreprises, les critères d'évaluation des patrons ne sont en rien les critères qui vont permettre d'évaluer les collaborateurs. Il y a ceux de la finance et les critères opérationnels. Et quand vous avez une distorsion entre la façon dont vous évaluez, dont vous suivez, dont vous notez une entreprise, et que ça n'a rigoureusement plus rien à voir avec la façon dont les collaborateurs sont évalués ou suivis, vous n'aviez plus le pont qui permet tout simplement de dialoguer. Et cette absence de dialogue est renforcée évidemment par le fait que la vitesse accentue tout ça. Donc il y a quelque chose, un syndrome qui est arrivé dans l'entreprise, qui aujourd'hui commence, on a vu Claude Bébéar quand il est sorti, et un certain nombre d'autres grands patrons commençaient à dénoncer. Mais vous avez une expérience, vous avez réussi à enlever du stress dans une entreprise? Et vous y êtes pris comment? Oui. Je crois qu'il faut dire franchement. Comment donnez-nous un exemple concret. Écoutez, malheureusement les exemples sont surtout à l'étranger. Il y a une entreprise comme Nokia en Finlande que j'ai visitée, que je connais bien. La Finlande est sans doute un des pays pionniers sur le travail sur le stress professionnel. Eh bien, je peux vous assurer, peut-être comme au bon vieux temps des cercles de qualité, les travailleurs sont réunis, les salariés d'une équipe sont réunis, les facteurs de stress sont analysés
Parce que comme vous l'avez fort bien dit, c'est très complexe, il n'y a pas une source de stress. Les gens qui vous disent je suis stressé à cause de ça, c'est l'accumulation. On travaille, on regarde comment on peut modifier, comment on peut enrichir des tâches, comment on peut faire en sorte qu'il n'y a pas des répétitions monotones de la même chose 50 fois, comment on peut développer des styles de management, comment on peut apprendre aux gens aussi à équilibrer leur vie personnelle et professionnelle. Par exemple, refuser des réunions de travail à 20h le soir, comme c'est encore le cas en France, et qui évidemment perturbe la vie des émissions à 22h. Donc il y a quand même, je pense que ce qui est important, et l'Agence européenne de santé et de sécurité au travail, le Bureau international du travail, l'Organisation mondiale de la santé, ils disent une chose très forte. Le stress au travail est une réalité, mais ce n'est pas une fatalité. Et toutes les entreprises à travers le monde qui ont commencé à s'intéresser à ces problèmes, eh bien, ont montré une chose formidable. C'est que non seulement on peut améliorer le bien-être des travailleurs, mais c'est pas au détriment de la performance de l'entreprise qu'elle y gagne même au niveau économique. Conclusion, Patrick Lévivette. Non, je voulais simplement réagir, mais conclure en même temps. Nokia a connu une période, pour bien connaître l'entreprise, une période faste, et puis il y a eu un plan très important de sortie de collaborateurs dans l'entreprise, et le stress est monté très fortement. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'il y a beaucoup d'humilité à avoir, parce qu'il y a énormément de facteurs, vous le disiez, et surtout une très grande difficulté à trouver les clés qui permettent en amont de solutionner la problématique. C'est pour ça qu'on est dans le curatif pour la plupart du temps. Merci beaucoup. Je voudrais un peu garder de temps pour mon prochain invité qui vient d'arriver. C'est un jeune visage du PS que je vais vous présenter. C'est une nouvelle tête du Parti Socialiste, une grosse tête d'ailleurs. Il a à peine 27 ans, il est bourré de diplômes. Il s'appelle Mehdi Ouraoui et sa responsabilité au sein du PS, c'est la citoyenneté. Premier passage ce soir sur le grill de Bouge la France. Je sais pas, bonsoir. C'est pas votre première télé. C'est pas ma première télé. Très bien, il est quand même déjà aguerri, 27 ans. C'est vrai que on parlait sur ce plateau il y a pas très longtemps à propos des municipales, de la place de la diversité dans les partis, avec du PS, du MP, etc. Et tout le monde reconnaissait que c'était pas gagné, que ça avançait pas vite. C'est le constat que vous faites aussi à l'intérieur du Parti Socialiste. Alors, ça n'avance pas vite, mais ça avance, surtout au sein du Parti Socialiste. En termes de diversité, moi je suis pas un grand fan de la langue de bois. Je pense que le bilan est globalement négatif. C'est ce que je crois comprendre, on regarde. Le bilan est plutôt mauvais, mais j'aime bien aussi le clivage droite-gauche, et notamment en termes de chiffres. Ce que je vois, c'est que le Parti Socialiste, notamment sur les dernières municipales, sur les dernières régionales, sur les dernières européennes, a fait quand même un gros effort. Ça, c'était vraiment une des spécificités du mandat de François Hollande. L'UMP est peut-être quand même un peu plus à la traîne, et malheureusement, quels que soient les partis, en revanche, c'est clair qu'on a très peu de maires issus de la diversité, et ça par contre c'est une vraie défaite, avec encore des circonstances aggravantes, c'est qu'on a très peu de maires femmes, et on a très peu évidemment d'élus atteints de handicap. Donc la diversité, ça globalement, vos combats, vous, puisque vous arrivez... Le vrai combat, en réalité, à mon avis, de la jeune garde du Parti Socialiste, c'est pendant que nos aînés font la danse du centre, se posent des questions sur leurs alliances, se posent des questions sur leur avenir personnel. Ah, vous y allez bien quand même. Oui, je suis honnête. C'est-à-dire qu'on a des aînés qui sont très préoccupés par eux-mêmes. Moi, je pense que si le Parti Socialiste a envie de regagner une élection présidentielle un jour, la vraie priorité, c'est de s'occuper du lien avec deux catégories qui sont très importantes. C'est un, les intellectuels. Et deux, d'ailleurs peut-être pas dans cet ordre-là, c'est un, les milieux populaires, et deux, les intellectuels. La diversité, c'est ça. La gauche dit aujourd'hui, et notamment au PS, il faut inventer la gauche du 21e siècle. Qu'est-ce que vous ne garderiez pas du 20e siècle pour construire le 21e ? Oh, je crois que le principal problème de la gauche du XXe siècle, c'est peut-être d'avoir eu beaucoup de mal, en réalité, à concilier un discours peut-être un peu extrémiste, un discours très ambitieux dans l'opposition, et des réalisations qui étaient forcément contraintes, qui étaient des réalisations dans le cadre d'une gauche de gouvernement, qui pouvaient parfois décevoir. Et donc, je pense que le vrai équilibre à trouver au XXIe siècle, c'est une gauche qui tient ce qu'elle promet. Et donc, notre boulot, à nous, la jeune garde, ça va être de pouvoir tenir en fait les promesses d'une gauche de gauche et justement réaliser ces promesses, les formuler et avoir une gauche qui réponde aux milieux populaires et qui au fond ne soit pas toujours dans l'éternel sanglot, le long sanglot du pouvoir et les regrets par rapport à ce qu'elle avait promis quand elle était dans l'opposition. Le pouvoir est perdu, vous faites votre travail d'opposition en ce moment. Les mots que vous entendez prononcés par le PS, les stratégies, la rigueur, l'atlantisme qui sont mis en avant, est-ce que vous trouvez que ce sont des mots modernes, vous qui êtes
de cette jeune génération? Le problème, c'est que les mots ne sont pas modernes, mais c'est parce que la politique qui est menée par Nicolas Sarkozy n'est pas moderne. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le PS aurait intérêt à inventer aussi un vocabulaire que tout le monde comprend? Je pense qu'en effet, il y a un vrai problème. C'est que la gauche, aujourd'hui, ne parle plus aux classes populaires. Je pense que nous avons un discours à reforger, et je pense que la meilleure façon, justement, de pouvoir se forger ce discours, c'est de le forger avec les classes populaires. Et donc, plus on réussira à attirer les milieux populaires vers la politique, vers la gauche, vers le Parti socialiste, j'espère, plus on aura des gens qui parleront comme on parle dans la rue. Et on arrivera mieux, évidemment, à gagner les élections, mais surtout, on arrivera à forger une doctrine, à forger un corps de pensée qui correspondra mieux aux attentes des classes populaires qui, quand même, seront, même si j'aime pas l'expression, notre cœur de cible. Et il y en a deux qui parlent comme ça, il y a Besancenot et il y a Nicolas Sarkozy, un petit peu. Oui, j'ai tendance à accorder plus de crédit à Besancenot. J'avoue que aujourd'hui, quand vous parliez de rigueur, d'atlantisme, etc., vous savez, moi j'enseigne le discours politique à Sciences Po. Quand j'ai entendu Nicolas Sarkozy nous parler de Jaurès, nous parler de Blum, aller dans les usines, je me suis dit, bon, il est doué, c'est de la communication politique, c'est intéressant. Malheureusement, on voit le bilan aujourd'hui. Le bilan, c'est travailler plus pour gagner plus qui échoue, c'est le paquet fiscal de 15 milliards et c'est gants de range. Donc, je pense que malheureusement, il faut, quand on parle de discours politique, il faut aussi voir ce qu'il y a comme réalisation derrière. Vous parlez des hommes, justement, dans la course au premier secrétariat. Vous soutenez qui? Vous êtes derrière qui? C'est qui, pour vous, le meilleur futur premier secrétaire? Le meilleur socialiste, c'est le militant socialiste. Moi, j'en ai marre, et je le dis clairement et sincèrement, et vous avez vu que je fais pas de langue de bois, j'en ai assez de la guerre des chefs. J'en ai assez. Il va bien falloir en choisir. Non, c'est pas intéressant. Moi, mon candidat pour le prochain congrès socialiste, c'est le projet socialiste, c'est être capable de forger une doctrine qui nous permette de reconquérir les milieux populaires. La course à l'échalote, moi, ça m'intéresse pas. Je me suis pas engagé en politique, je suis pas un citoyen actif, et je pense que c'est le cas aussi des dizaines de milliers d'autres socialistes. Elle est là l'erreur du PS ces dernières années. Pour entendre parler de tiercé, avec placé, gagnant, etc. Moi, c'est pas mon jeu. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon combat, c'est d'avoir une doctrine socialiste dans les années à venir qui soit capable justement de parler aux gens. Donc, le chef, ça peut être n'importe lequel. On en a des très doués, on en a beaucoup. Tant mieux. On verra. C'est pas le principal problème. Aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir un bon projet. Sinon, on se plantera. Et d'avoir aussi des avis sur ce qui se passe dans la France. Bouge la France. Aujourd'hui, il y a eu la flamme olympique. Vous en pensez quoi? Que doit faire la France? C'est un peu une farce tragique. Ça aurait pu nous faire rire, un peu le vaudeville auquel on a assisté toute la journée et hier à Londres. Si malheureusement, il n'y avait pas de réelles considérations derrière. C'est-à-dire que moi, quand je vois l'État français qui aujourd'hui met 3000 policiers pour encadrer les quelques personnes de la sécurité chinoise qui entourent la flamme olympique, ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire que je considère que non seulement la France a un rôle évidemment de grande puissance, mais on a un rôle de grande puissance parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Aujourd'hui, il y a un manque de clarté, il y a un manque. Il faut quand même aller au jeu. Moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut non seulement boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux, je ne parle pas du rôle des sportifs, parce que les sportifs n'ont pas un rôle politique nécessairement. Évidemment, quand Romain Ménil ou quand Johan Diniz s'engage, j'en suis très content, parce que moi-même, je suis un citoyen engagé. Mais la principale responsabilité, le principal problème, il incombe aux politiques. Et alors, on va parler, on refait le conducteur de Bouge la France, là, justement. On a fait parler de la flamme olympique. On a parlé également des économies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, pour faire des économies pour la France? Déjà, il faut pas offrir 15 milliards de paquets fiscal. La principale priorité du gouvernement en matière économique, c'était pas de donner 15 milliards aux plus aisés. Vous savez bien que les 15 milliards, ils sont pas tous pour les plus aisés. Si, la mesure qui est toujours mise en avant pour dire que c'est pas 15 milliards pour les plus aisés, c'est de parler des exonérations sur les exonérations fiscales sur les emprunts immobiliers ou sur les droits de succession. Mais en réalité, les droits de succession, pour la plupart des gens, sont déjà exonérés fiscalement. Donc, non, je crois que vraiment, entendre parler aujourd'hui de gestion, de bon père de famille ou de gestion rigoureuse, c'est pareil. Moi, c'est un mécanisme qui ne fonctionne pas. Les gens ont besoin de pouvoir d'achat. Donc, les gens ont besoin de pouvoir d'achat pour pouvoir fonctionner. Les heures sup, ça peut servir à ça. Les heures sup, vous savez très bien que ce n'est pas le salarié qui décide de pouvoir en faire ou non. Et ça, n'importe quel salarié qui nous regarde ce soir le sait très bien. Notre principale priorité, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat. Et pour augmenter le pouvoir d'achat, il faut augmenter les salaires. Je termine avec gants de range, c'est aussi l'actualité. J'aurai tout à l'heure, dans un instant, un syndicaliste CFDT au téléphone. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'aider les entreprises à ne pas mourir, les entreprises françaises? Je crois que le rôle de l'État, et ça va être un des grands enjeux des années à venir, c'est de créer ce qu'on appelle un État social prévoyant. C'est-à-dire de créer des conditions sociales, des conditions économiques qui font que les entreprises au niveau international, et jusqu'ici ça n'a pas trop mal marché quand la gauche était au pouvoir, donc faire en sorte que ces entreprises aient envie de venir en France
et que les salariés bénéficient justement de ce tissu économique dynamique. Gandrange, moi je suis désolé, hein, quand Nicolas Sarkozy s'engage 2 fois à ce que le site de Gandrange ne meure pas, et que la dernière fois, alors il a en face de lui des ouvriers qui sont laminés, qui sont apeurés, qui s'inquiètent pour leur avenir, et qui leur a dit Gandrange comme voyage de noces, il n'y a pas mieux. Je crois qu'on a un président qui n'a pas très bien compris quelle était la réalité sociale aujourd'hui du pays. Comme on était là pour faire plus ample connaissance aujourd'hui, vous aimez quoi comme musique? Le rap. La réconciliation d'NTM, pour moi, un grand plaisir. C'est une bonne nouvelle. Et peut-être le principal événement politique de la rentrée. Très bien. Je montre également ce livre, Les grands discours socialistes français du XXe siècle. C'est une édition que vous présentez. Évidemment, préface de François Hollande. Il y a tous les discours classiques. Je vais vous montrer. Il est où? Voilà, devant. Voilà. Voilà, vous le voyez mieux ici, c'est plus près. Très bien, merci beaucoup. Vous pouvez rester avec nous. On va avoir un syndicaliste au téléphone, Alain Gatti, dans un instant. Mais tout de suite, le rappel des titres et puis les unes des journaux de demain avec Marie-Laetitia Bourriez. Elle était ce soir à la une de Bouge la France. Eh bien, elle fera demain la manchette de presque tous vos journaux. C'est la flamme olympique, bien sûr, et son triste parcours. Marie-Laetitia Bourriez feuillette pour vous la presse de demain matin. Et on commence par la claque affichée en pleine page par Libération. Une claque pour les autorités chinoises et la police française complètement débordée aujourd'hui par le passage de la flamme olympique. Libération qui a choisi une photo prise sur le parvis des droits de l'homme au Trocadéro. La pagaille olympique du jour, également à la une de la Croix, avec un éditorial intitulé « La paix sous escorte ». La flamme, symbole de paix, a été aujourd'hui traitée comme un criminel, un grand criminel. Également à la une, le cri d'alarme de 7 sociétés servantes sur l'euthanasie. Dans un texte commun, elles rejettent toute évolution de la loi vers une aide active à mourir. Le parcours olympique, toujours à la une du Dauphiné Libéré, une flamme qui passe mal. Le journal a choisi cette fois une photo du cordon policier qui étouffait quasiment la flamme, une scène emblématique de la journée. Une scène que l'on retrouve d'ailleurs sur la une de Métro, qui s'intéresse également à la télévision publique. Ce soir, Christine Albanel, la ministre de la Culture, a annoncé que la réforme s'orientait vers une suppression de la publicité après 20h pour la télévision publique, des soirées sans pub. C'est bon? On enchaîne avec le dernier coup de fil, alors on va parler de Gandrange. Le président de la République a reçu tout à l'heure les syndicats de l'usine de Gandrange, d'ArcelorMittal. Ils sont plutôt déçus. Alain Gatti, secrétaire général de la CFDT Lorraine, faisait partie de la délégation. C'est le dernier coup de fil de Pierre Sled. Voilà, Alain Gatti est au téléphone, bonsoir. Déception certes, mais j'ai lu dans un communiqué de la CFDT qu'il y avait aussi des choses intéressantes. Quelles sont-elles? Alors d'abord, déception bien sûr, puisque on laisse sur le carreau, la décision de Mittal laisse sur le carreau 575 salariés et également 350 sous-traitants. Donc c'est quelque chose qui est quand même un événement grave, un drame humain. Des éléments intéressants également dans les annonces du président de la République. Au-delà de cela, c'est des garanties pour les hauts fourneaux de Florange de durée. C'est le fait que on crée 124 emplois nouveaux qu'on va offrir à des salariés, mais c'est aussi le fait que l'on fasse des investissements en matière de centres de formation et surtout en termes de mise en place d'un pôle d'excellence recherche-développement sidérurgie. Là, vous parlez des 30 millions que Arcelor va réinjecter. Il n'y a pas de repreneur pour l'instant. Est-ce que l'usine est vraiment rentable? Écoutez, le comité d'entreprise a fait une démonstration économique sur la rentabilité de l'entreprise. Le projet du comité d'entreprise était de dire que il y avait une viabilité pour Gandrange au sein du groupe ArcelorMittal. Le président de la République nous a confirmé aujourd'hui qu'aucune
aucune demande sérieuse émanant d'un repreneur ne lui a été présentée. Donc on a beaucoup créé d'illusions autour de ce mythe du repreneur. En fait, c'était des annonces et il n'y a jamais rien eu de concret qui puisse garantir et donner une visibilité aux salariés. Très bien, merci beaucoup, merci Alain Gatti et bonne soirée. Je vais remercier également Mehdi Horaoui d'être venu. Quelque chose me dit que c'est pas votre dernier Bouge la France. On a apprécié votre discours. On remercie également Philippe de Sony, notre réalisateur, Laurent Guez, rédacteur en chef et voix off ce soir officielle de l'émission, Ariane Nicolas, Marie Billon, Élise Buridard qui ont préparé cette Bouge la France ce soir. Marie-Laetitia, on se retrouve demain, c'est cela? Non, demain, je ne serai pas là. On se retrouve après dommage, c'est raté, tant pis, on aura tout essayé. Merci beaucoup, au revoir, à demain, moi je serai là. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsena.fr. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Ensemble, le magazine du handicap et de la santé. Le 29 mars dernier, des dizaines de milliers de personnes handicapées manifestaient à Paris à l'appel du collectif Ni pauvres ni soumis. Gros plan donc aujourd'hui sur les ressources des personnes handicapées. Julia Kristeva, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie précarité des personnes handicapées, notamment celles qui ne peuvent pas travailler ? Écoutez, la loi de 2005 a prévu un certain nombre d'augmentations des ressources sous la forme de compensation, par exemple, que ce soit en personnel, accompagnant, prothèses, etc. Mais le sentiment prévaut chez les personnes handicapées et leurs familles que, d'abord, et c'est une réalité, l'allocation n'est pas augmentée et que ce qu'il y a, même avec la compensation, n'est pas suffisant pour faire face aux demandes, nécessités, aux besoins de ces personnes qui ne travaillent pas, vous venez de le dire, et qui voudraient avoir une vie décente. Et donc, ce sentiment prévaut, il s'aggrave, et ça a donné lieu, en effet, à cette manifestation dont on se demande quel sera le résultat, à quoi elle va aboutir. Est-ce que les promesses du gouvernement, dans l'état actuel de difficultés économiques, peuvent être tenues? Dans quelles conditions? L'inquiétude continue malgré l'arrêt de la manifestation. Alors justement, pour mieux cerner les demandes des associations en matière de ressources des personnes handicapées, nous recevons aujourd'hui Thierry Nouvel. Thierry Nouvel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'UNAPI, l'Union nationale des associations des parents et amis de personnes handicapées mentales. Vous faites partie du collectif Ni pauvres ni soumis. Alors pourquoi avoir fait cette manifestation? Qu'est-ce que vous réclamez? C'est la problématique des ressources qui est au centre de notre préoccupation du moment. Un certain nombre de personnes handicapées sont dans des situations extrêmement difficiles, précaires. Il y a eu énormément d'espoirs qui ont été soulevés à l'occasion de l'adoption de la loi du 11 février 2005. Le candidat Sarkozy s'est engagé à une revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés. Et aujourd'hui, les personnes handicapées mentales en particulier, attendent effectivement une revalorisation significative de leurs revenus, sachant que cette allocation des adultes handicapés a été augmentée au 1er janvier que de 1%. Et on est loin des engagements du président de la République, puisqu'on avait un engagement de sa part à hauteur de 25%. Et c'est pour ça que les espoirs sont déçus et ont suscité une mobilisation assez importante de l'ensemble des associations. Je tiens à souligner que c'est quand même une des premières fois que tout handicap confondu, les personnes handicapées et leurs familles manifestent, et avec un nombre significatif de manifestants, de plus de 30 000 personnes handicapées et de leurs familles. 16 000 selon la police, c'est toujours la question des chiffres, on dira 20 000 à l'heure à peu près? Non, je ne ferai pas de moyenne, c'est effectivement 30 000. En tout cas, vous savez qu'une manifestation telle que celle que l'on a organisée, c'est pas une manifestation qui s'organise comme ça. On a dû mobiliser un certain nombre de personnes. On a recensé dans chacune des associations les personnes qui venaient. Il y a eu un certain nombre de cars, 700
cars qui sont venus sur Paris. C'est la première fois que les personnes handicapées manifestent, tout handicap confondu, et au plan national. Je crois que ça, c'était important. Mais la veille, Nicolas Sarkozy avait annoncé une revalorisation de l'allocation adulte handicapé de 5% en 2008. Ça vous suffit pas ? Alors, c'est pas que ça suffise ou ça ne suffit pas. Il y a eu des engagements de la part du président de la République. Je crois que c'est important. Et là, je crois que c'est la promesse d'un homme politique, la promesse d'un président de la République. Elle est importante. D'ailleurs, il n'a pas renié sa promesse au jour d'aujourd'hui. Simplement, les personnes handicapées légitimement revendiquent une situation revalorisée dès à présent. Donc, sur ce point-là, je crois que 5%, c'est un pas. C'est le plus qui a été annoncé, c'est 20 euros. Faut quand même le souligner, c'est 20 euros. C'est combien le montant de l'allocation adulte handicapé aujourd'hui? L'allocation aux adultes handicapés de 628,10 € exactement. Mais j'ajouterais que le problème des ressources des personnes handicapées ne s'arrête pas à l'allocation aux adultes handicapés, parce qu'il y a un certain nombre de situations, le schéma des ressources pour les personnes handicapées est extrêmement complexe sur un point de vue administratif. Il y a un certain nombre de dossiers dont on a saisi le gouvernement et le gouvernement précédent depuis de nombreux mois, et on attend aussi des réponses sur ces éléments-là. Donc le chantier des ressources, c'est pas uniquement l'allocation aux adultes handicapés. Mais quel autre Alors, domaine? Concrètement, par exemple, pour un certain nombre de personnes handicapées, notamment les personnes handicapées mentales, beaucoup d'entre elles sont dans des établissements spécialisés, dans des foyers, et leur reste à vivre, ce qui leur reste une fois payé leur participation aux frais d'entretien d'hébergement, c'est environ 180 €. Donc vous voyez, c'est une somme relativement minime qui leur reste. Et d'autres personnes ont moins que ces 180 €. C'est le minimum pour les personnes les plus lourdement handicapées, c'est 132 €. Donc dans des établissements tels que les maisons d'accueil spécialisées, c'est 132 €. On a fait plusieurs mois, même maintenant des années, qu'on demande effectivement qu'il y ait au moins une égalité de traitement entre les personnes handicapées mentales et les personnes handicapées en règle générale. Et on n'a toujours pas obtenu. Et tout ça parce que c'est des problèmes extrêmement techniques qui mêlent des croisements, un financement croisé des ressources des personnes handicapées qui sont extrêmement complexes. Oui, c'est un chantier immense et on comprend très bien la colère des familles et des personnes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait monsieur sur la mobilisation, parce que sans chipoter sur les chiffres, mobiliser ces personnes qui ont des mobilités réduites, qui ont des difficultés de se socialiser et qui ont fait ce déplacement, je crois que c'est un signe très fort et les autorités publiques devraient se rendre compte quand même de la nécessité d'agir. Alors la deuxième chose concerne les effets d'annonce et la réalité. Il y a des promesses, c'est pas énorme, 20 € c'est évidemment pas du tout suffisant. J'ai entendu dire aussi, et beaucoup d'associations le signalent, que certaines promesses d'augmentation sont dépendantes de notre problème qui est que certaines personnes peuvent travailler, ils sont estimés à quelques centaines de milliers, et que quand ils seront embauchés, quand il y aura des entreprises qui les embauchent, ils vont libérer des crédits, et c'est ces crédits qui permettront d'arriver aux 25% d'augmentation. Alors, est-ce que c'est ça qu'on vous a dit? Parce que comment on va trouver les 25%? Comment ne pas rester au niveau de l'annonce? Alors sur ce dossier, il y a plusieurs hypothèses. Il y a effectivement l'hypothèse qui est de mettre tout le monde au travail, et c'est le slogan de campagne qu'on a entendu, travailler plus pour gagner plus. Et donc c'est une des données, et on ne peut pas contester le fait que toutes les personnes handicapées qui peuvent travailler, elles doivent travailler, et je crois que là-dessus, toutes les associations sont claires. Mais d'abord, ça prendra du temps, à condition même que les entreprises veuillent les engager, et déjà nous savons que même le secteur public n'est pas en première ligne dans ce domaine. Tout à fait, donc c'est pas le préalable. Je crois que là-dessus, il faut être clair, c'est pas le préalable de mettre toutes les personnes handicapées au travail pour que celles qui ne peuvent pas travailler puissent bénéficier d'un revenu d'existence. C'est pas le préalable. C'est un moyen, c'est un levier peut-être, favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, c'est un autre dossier. Le gouvernement actuellement essaie de lier l'un à l'autre pour des raisons financières que je peux comprendre. Simplement, il y a aussi, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est l'exaspération des personnes handicapées. Et l'urgence qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent pas trouver un emploi, il faut bien régler leur situation matérielle. Donc là-dessus, je crois que c'est important. Il y a un autre chantier sur lequel le président de la République s'était engagé, c'est le 5e risque. C'est aussi une piste de financement, de source de financement. Il n'y a pas qu'une seule solution. Le 5e risque, vous pouvez... Le 5e risque, c'est l'idée de... C'est une nouvelle branche de la Sécu, en fait. Voilà, c'est une nouvelle branche de la sécurité sociale.
L'allocation adulte handicapé n'est plus versée au-delà de 60 ans, c'est bien ça? C'est une question aussi très importante parce que c'est quelque chose qu'en 75 on n'avait pas perçu. En 75 c'était la loi de 75 qui est la loi fondatrice en matière de handicap. En 2005 on aurait pu s'en rendre compte que les personnes handicapées vieillissaient au-delà de 60 ans. Et aujourd'hui notre droit, notre société ne reconnaît pas ce phénomène puisque à 60 ans la personne handicapée devient stricto sensu au niveau administratif et juridique une personne âgée et donc la problématique de la personne handicapée, une grande partie de la problématique des personnes handicapées disparaît avec l'âge. En résumé, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que le handicap ne prend pas sa retraite à 60 ans et malheureusement il reste au-delà et en plus à 60 ans, quand la personne handicapée a 60 ans, souvent sa famille, elle est extrêmement vieillissante, n'est plus en mesure de faire face à cette solidarité, aux besoins des personnes handicapées. Donc il y a un véritable sujet de préoccupation, c'est le vieillissement des personnes handicapées, et là notre droit ne fait l'impasse. Vous avez tout à fait raison, les personnes handicapées vieillissantes ne sont pas accompagnées, il n'y a pas suffisamment de lieux d'accueil, et la question du financement est une question parmi d'autres concernant la prise en charge globale de la personne handicapée vieillissante. Et je crois que la seule façon, compte tenu encore une fois du manque de ressources, de l'état du PIB, etc., c'est une mobilisation tous azimuts, de ne pas lâcher la pression. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, Julia. Là, l'après-manifestation, comment vous comptez maintenir cette pression auprès du gouvernement ? Concrètement, la balle est dans le camp du gouvernement. On ne relâchera pas la pression, il y a une mobilisation importante, et je crois que, ne serait-ce que vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis des personnes handicapées, on ne peut pas leur dire, écoutez, on a manifesté, c'était un moment fort, et voilà, ça s'arrête là. En espérant que vous soyez entendus, merci Thierry Nouvel d'avoir été parmi nous. Merci Julia Kristeva. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez participer et réagir à l'émission, le site de la chaîne publicsena.fr. Je vous dis à très bientôt. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regardez en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD. Rendez-vous sur www.publicsena.fr.